Je m'appelle Lilina Sakimi, je suis la présidente de l'association de Babel Initiative. Je vais expliquer un peu le but de notre association pour mieux comprendre cet événement-là. Le but de Babel Initiative est de créer un lien entre le campus de Sciences Po Menton et les cultures des pays Moyen-Orient et Afrique du Nord. Pour cette année, on a choisi la pays de la Tunisie et pendant l'année, notre équipe a commencé de créer les événements pour expliquer la culture tunisienne à les étudiants de Sciences Po Menton. Pour l'instant là, on est ici avec notre chercheurs qui sont ici pour faire la recherche et pour mieux comprendre la culture, l'économie, politique, la situation partout de Tunisie. Aussi, je voudrais dire un grand merci à mon équipe. Vraiment, le mieux équipe que je peux trouver, vraiment. Et aussi les chercheurs. J'espère que vous passez une bonne semaine ici et vous faites les bonnes recherches. Merci à tous d'être venus. J'ai vraiment pas grand chose à ajouter. Je suis très contente que du coup vous veniez en Tunisie parce que Nour et moi, du coup, on est tunisiennes et on est très contente de vous accueillir et toute l'équipe de Babel Initiative. Et je voudrais vraiment insister sur l'importance de pouvoir faire des recherches sur le terrain. C'est vraiment quelque chose qui se fait de plus en plus, qui devient de plus en plus compliqué dans de nombreux pays et je suis assez fière de pouvoir dire que c'est possible de le faire en Tunisie. Et donc, bienvenue à tous les étudiants, aux chercheurs, et merci à tous d'être venus. On a des intervenants d'une qualité incroyable, et merci du coup au Global Institute for Transitions. Voilà, Jean-Sophie Lilina a tout dit, donc on va passer à... D'abord, je vais donner le micro à monsieur Hakim El-Hamouda, et après on présentera les intervenants avec madame Smeoui. Merci Amel. D'abord, la première des choses, c'est que ça me fait plaisir de te revoir depuis un moment. Ça fait longtemps, mais je fais donc non. Au nom de l'Institut Global Institute for Transition, l'Institut des transitions démocratiques, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici en Tunisie et remercier aussi surtout nos brillants intervenants. D'avoir accepté, ils vous seront présentés tout à l'heure, d'avoir accepté de passer cet après-midi avec vous, de s'être libérés, des gens très pris, très occupés, de s'être libérés pour passer un moment avec vous. Alors, notre institut est un think tank. La tradition des think tanks indépendants est relativement nouvelle dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, et pour une raison très simple, c'est que les régimes autoritaires, au fait, bloquer toute réflexion indépendante. Et donc, on s'est inscrit, il y a notre think tank, l'hôte de cette maison est à la tête d'un autre think tank qui s'appelle Joussour, Khayem. Et depuis les printemps arabes, on s'est dit qu'un des problèmes de nos régions, de nos pays, c'est l'absence d'une réflexion et le fait, comme dans les pays développés, il y a une réflexion qui nourrit les politiques publiques. C'est des choses qui n'existent pas chez nous. Et on a voulu créer ces think tanks pour véritablement donner des éléments à réfléchir pour les politiques publiques. Donc c'est pour ça que Joussour a été créé, notre think tank, le Global Institute for Transition, l'Institut global sur les transitions a été aussi créé, et bien d'autres initiatives avec l'idée d'animer le débat d'idées. C'est des think tanks indépendants qui sont surtout portés par beaucoup de gens qui sont ici présents et beaucoup d'amis, etc., qui sont convaincus par le rôle des idées, de la réflexion dans la formulation des politiques publiques. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est véritablement ce que vous voyez aujourd'hui, peut-être sur le monde arabe, avec des médias qui n'ont pas le temps de suivre, de voir un peu ce qui se passe. L'image qui est projetée avec... on n'a pas le temps, l'information va vite, etc., du mal à aller plus loin en présence de spécialistes de la communication, de l'information. Mais en tout cas, on a du mal à regarder de manière précise ce qui se passe dans le monde arabe. Et l'impression qui reste, c'est que c'est soit des guerres,
soit un retour des régimes autoritaires. Donc le printemps arabe est terminé. Les transitions démocratiques sont terminées. Je crois que votre visite, comme l'a dit Amira tout à l'heure, est intéressante dans la mesure où elle va vous permettre de donner les moyens, à partir d'aujourd'hui, toute la période que vous allez rester ici, de nuancer cette appréciation et de voir qu'en dépit des difficultés, qu'en dépit des contraintes, qu'en dépit économiques, politiques, etc., les choses avancent. Les choses avancent et probablement la plus grande, je dirais, le plus grand changement et transformation qui a été faite à partir de 2011 dans le monde arabe est en train d'avancer, c'est-à-dire la transition vers la démocratie, vers la liberté, vers des sociétés démocratiques comme les sociétés développées, les sociétés européennes. Le mouvement n'est pas linéaire. Il y a des avancées et des reculs, mais en tout cas, nous sommes en train d'avancer. Et donc, c'est important que vous, comme l'a dit Amir, et je répète encore, d'être sur le terrain, ici et ailleurs, pour voir que les choses avancent. Elles vont prendre du temps, elles ne seront pas linéaires, mais en tout cas, l'objectif de construire des régimes démocratiques ouverts, libres, et qui ouvrent des opportunités à tous, hommes d'affaires, intellectuels, partis politiques, etc. C'est en route, c'est pas évident, mais ça avance. Juste un dernier mot pour remercier mon ami et responsable de l'Institut Khalil Ben Cherif, qui vraiment a tout fait pour cette organisation, pour la mise en place de cette rencontre, en fait, qui est la deuxième, parce qu'on a organisé encore une rencontre avec John Hopkins il y a 3 semaines, un mois à Khalil, et avec des échanges aussi avec des étudiants, avec le même principe, l'idée d'ouvrir un peu plus, de vous montrer que les choses ne sont pas ni noires ni totalement blanches, mais c'est un interstice, pardon, j'écris plus que je ne parle. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je remercie encore une fois Khalil Ben Cherif et je remercie Lina ou Amira ou Farah la nôtre, mais Farah aussi de Sciences Po, pour toute l'organisation et bien évidemment Hassan qui était, et Amel qui est aussi vraiment organisé. Et je ne saurais oublier nos hôtes, Khadija et Khayem, pour nous avoir offert l'hospitalité de ces lieux magnifiques, et Mouhadine, qui soutient et appuie un peu ce que les uns et les autres faisant dans la société civile ici. En tout cas, merci encore une fois. Sans plus tarder, Amel, c'est à toi de présenter. Mais juste une chose, en arrivant, vous allez connaître Rajeh Farhat, qui est un des plus grands, si ce n'est le plus... Non, juste une blague. Je ne vais pas le présenter. Non, je ne vais pas le présenter. En arrivant, je bavarde avec lui, je discute avec lui. Il m'a dit, tu sais, j'étais inscrit à Sciences Po, et puis finalement, je suis allé faire du théâtre. Je pense que nous avons perdu un grand analyste des relations internationales, mais nous avons gagné un grand artiste. Merci Rajeh, et à toi Amel. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Sciences Po, c'est une grande maison, c'est une école, vous gardez des liens à vie. C'est pour ça que je précise que Khayem Turki, qui nous reçoit aujourd'hui, est un ancien, je suis une ancienne. Donc on a l'impression d'être réellement en famille. Je suis très honorée. J'espère que vous réalisez votre chance. Vous ne vous rendez pas compte de ce panel absolument incroyable, de ce lieu fou où vous êtes. Profitez de chaque seconde, ça vaut vraiment le coup. Je commence donc par Rajeh Farhat, qu'on ne présente pas ici. Moi, je suis arrivée avec lui dans le parking, tout le monde était là. Waouh! C'est une star locale, c'est un écrivain, acteur, metteur en scène et réalisateur tunisien, mais j'ai surtout envie de dire une bête de scène. Vous allez voir quand il s'enflamme, ça fait des étincelles. Sophie Bessis, pareil, une star dans son domaine, agrégée d'histoire, elle a écrit des best-sellers, elle est absolument passionnante et à mes yeux, tu as toujours été, j'ai eu la chance quand j'étais étudiante à Sciences Po, tu venais souvent, tu nous laissais venir chez toi le dimanche et on prenait des notes, on mangeait pas, on buvait ses paroles. Youssef Sedir, mon ami Youssef, c'est... Alors, par quoi on commence? Philosophe, anthropologue, islamologue, mais surtout, c'est une merveille. Je t'aime, Youssef. Et enfin, Mariam Belkadi. Mariam, je l'ai connue
professeure. Mariem a un background vraiment à l'université. Elle a formé des générations et des générations, mais aujourd'hui, c'est certainement incontestablement notre plus grande journaliste politique. Et donc, profitez, vous connaissez le jeu, ne monopolisez pas la parole, posez une question rapide, on a tellement de choses à discuter, donc on va être bref et concis, Sciences Po style, quoi. À tout à l'heure. Première question, qui se jette à l'eau? Il gagne 4 points. Si vous êtes prêts, vous pouvez un peu expliquer votre recherche. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Vasco et avec mes collègues Victoria et Alicia, on a décidé de faire un projet de recherche concernant la langue, le rôle de la langue française en particulier dans la stratification de la Tunisie, de la société tunisienne. Et voilà, on est très intéressés et on a hâte de faire nos recherches. Bonsoir. Alors, pour nous, ce sera d'étudier le rôle en fait de la Tunisie dans le processus de pacification libyen. Donc, au niveau du gouvernement, de ce qu'il a fait concrètement, mais aussi de la société civile, surtout qu'il y a une longue histoire entre le peuple libyen et les peuples tunisiens, et surtout aussi connaître l'impact qu'a eu donc la guerre civile en Libye sur la société en Tunisie. Voilà. On va traduire la prochaine. Voilà, ils en parlent en anglais après. So we're just going to introduce ourselves. Je m'appelle Lenora et mon amie Karina. Our project is basically on Tunisianity and what that might mean for each generation, and if there is any religious differences, cultural differences, and just trying to find out how it's changed through each generation and through the times today. Voilà, alors je m'appelle Nour Chahib, donc je ne travaille pas vraiment avec eux, je vais juste traduire. Donc leur projet porte sur la tunisianité et ce qu'est l'identité tunisienne pour les Tunisiens. Donc ils vont essayer d'interviewer plusieurs générations pour voir c'est quoi ce concept-là qui peut paraître ambigu, surtout pour quelqu'un qui n'est pas tunisien, par exemple. Et du coup, bonjour à tous. Avec mon équipe Zinab et Aya, on travaille sur l'émergence des coopératives comme nouvelle forme d'économie sociale et solidaire, ainsi que son impact sur les femmes de milieu rural et comment est-ce que ça pourrait pour leur situation un peu. Et voilà, de manière plus globale, ça serait juste d'avoir un portrait un peu socio-économique des coopératives et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à un monde, on va dire, plus solidaire au niveau de la Tunisie, au niveau des pays d'ailleurs d'Afrique du Nord et ensuite à l'échelle mondiale, ainsi que d'adopter une meilleure compréhension du succès et des défis de ce nouveau modèle d'affaires qui, je pense, a fait son apparition un peu dans les pays du Nord d'Afrique, début des années 2000, un peu début des années 2000 comparé à, par exemple, en Europe ou en France, par exemple. Je pense que la première direction d'économie sociale et solidaire a été créée vers les années 1980. Donc voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marcus. Avec Stanislav et Benjamin, nous menons un projet de recherche sur un sujet assez sensible. C'est le sujet du patrimoine juif en Tunisie. Plus concrètement, nous interviewons quelques personnalités, des activistes, des chercheurs sur ce sujet. Et voilà, merci. Merci, pardon, on a une équipe un peu en retard, les chercheurs, qui, je vais donner un peu de temps pour préparer. Si vous voulez. Voilà. Bonjour tout le monde, du coup mon français n'est pas tellement bon. Vous pouvez pas enlever votre masque pour parler. Okay, sure. So my French isn't that good. We're doing a project on how public spaces foster political discourse, and we're focusing primarily on coffee shops.
So at first our idea was pretty general and we wanted to focus in. So today, for example, we went to the Medina in Tunis and spoke to people in coffee shops and asked about what they speak about in coffee shops. And do you want to add anything? We're specifically also looking at gender and how that plays a role in shaping the political conversations in Tunisia, and that is quite prominent in these public spaces. Donc ils vont plutôt parler des espaces publics et leur rôle dans les questions politiques, de quoi les jeunes parlent, de quoi les personnes normales comme vous et moi, et de quoi ils parlent dans les cafés, dans les restaurants et tout. Donc ils vont essayer d'interviewer plusieurs personnes dans différents contextes. Et d'après voilà, le dernier point qu'ils vont essayer de regarder, c'est le rôle du genre dans ces débats-là aussi. Et je pense que ça va être intéressant. Pour cette partie, on peut commencer de poser les questions, si les chercheurs ont des questions pour les panélistes ou les autres aussi, si vous devez savoir un peu plus pour chaque projet. Il y a une question là. Alors, je vais poser une question en anglais et Lélénas va traduire. So my question is the same. In the political discourse in Tunisia, we see the prioritization of the modern or like standard Arabic. However, as we found out, it's not necessarily the language of people. Language of people here is the Tunisian dialect. So the question is, why wouldn't politicians make the Tunisian dialect an official language of the country, since it is the most accessible one by the public? Donc je vais essayer de résumer en gros. Leur question c'est pourquoi les politiciens ne rendent pas le dialecte tunisien la langue officielle pour les débats par exemple, étant donné qu'ils ont remarqué que les Tunisiens ne parlent pas en arabe, l'arabi al-fosha, mais plutôt voilà, le dialecte tunisien. Voilà. La tunisienne, qui est une espèce de maintenant de mot valise, oui, totalement. Ouais. Moi, je veux bien intervenir là-dessus. Ah, Youssef, tu m'autorises Tu m'autorises à intervenir sur la Tunisie. Et comment bon, alors, quel est le modus operandi de cette affaire Causerie, d'accord. Quel est le modus operandi de cette affaire? Comment? Vous voulez qu'ils posent toutes leurs questions et après vous en enfin, est-ce que toute l'assistance va poser des questions? Ça se passe comment? Les 4 groupes, les 5 groupes, voilà, ils vont chacun avoir des questions. D'accord, peut-être effectivement. D'accord, oui, mais même une causerie doit être un tout petit peu régulée, parce que voilà, même le mode causerie a besoin d'un minimum de régulation. Mais tu ne vas pas t'en occuper. Eh bien, Emel, tu veux réguler? Oui, Emel prend en charge. Voilà, Emel, tu régules. Donc, mesdames, messieurs, qui répond à cette première question? Qui répond à la première question sur pourquoi le dialecte tunisien n'a pas été exploité par les politiciens pour devenir la langue officielle? Je crois que, juste un mot, moi je veux bien, pas sur le dialecte, mais ça a un rapport avec la deuxième question, ou la première j'ai un peu oublié, qui est celui de la tunisianité. Je veux dire, ce sont deux, vous comprenez, n'est-ce pas, le français, il n'y a pas de problème. Donc peut-être je vais dire un mot sur la tunisianité, puisque cela semble intéresser un certain nombre d'entre vous, et vous verrez que la question du dialecte, à laquelle Youssef El Rajed d'ailleurs pourrait répondre beaucoup mieux que moi, s'incruste dans cette question de la tunisianité. Aujourd'hui, la tunisianité, c'est un petit peu un mot valise. C'est un mot valise parce que cette tunisianité, elle a évolué au cours de l'histoire, elle a évolué au cours des âges, et qu'effectivement, de quoi est-elle
De quoi est-elle le produit, cette question de la tunisianité? De deux choses essentiellement. Je vais essayer de simplifier un peu, malheureusement, dans ce type d'exercice. On est obligé d'être un peu simplificateur, bien sûr. Elle provient de deux choses. C'est qu'effectivement, au cours de l'histoire longue, de la longue durée, la Tunisie s'est partiellement singularisée par rapport à son environnement géographique, c'est-à-dire ce qui est devenu l'Algérie d'un côté et ce qui est le sud libyen, pré-saharien, etc. de l'autre, sur plusieurs plans. D'une part, des frontières relativement stables depuis l'Antiquité. Je dis bien relativement parce que jusqu'à la domination ottomane, la Tunisie, ce qui n'était pas encore la Tunisie évidemment, a été suzeraine sur ce qui est aujourd'hui l'est de l'Algérie, c'est-à-dire le Constantinois, la région de Sétif, la région de Haneb. Mais en gros, les frontières n'ont bougé qu'à la marge. Donc vous avez une entité dont les frontières sont relativement stables, ce qui est une chose, et dans laquelle donc on peut se développer ce qu'on peut appeler historiquement des proto-États ou des proto-formes étatiques, voilà, et qui ont commencé à se perfectionner à partir de l'époque hafside, on peut dire, et puis sous la domination ottomane, et qui fait que donc il y a eu des modes de développement, comme on dirait aujourd'hui, des modes de singularisation politique, sociale, différents du voisinage. Je prends un exemple parce que je ne peux pas en prendre plein. C'est l'importance de la population urbaine et côtière en Tunisie, beaucoup plus grande que chez les voisins. La Tunisie est un pays côtier, je suppose que vous avez tous regardé les cartes, évidemment. Et donc la Tunisie est un pays qui, depuis l'Antiquité, a été très urbanisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire, très urbanisé? Attention, à l'époque de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, très urbanisé voulait dire 15% de la population totale était urbaine. Mais dans les pays voisins, c'était 5%. Donc vous voyez déjà la différence. Et donc une population urbanisée dans des villes côtières avec des traditions urbaines, des traditions de sédentarité, une agriculture faite de petits propriétaires sédentaires, etc., etc. Et ensuite, donc, une ère, dernier point, du fait d'ailleurs de ses antécédents, une ère de réforme relativement précoce par rapport aux voisins. D'ailleurs, on pourrait élargir en disant que, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de pays dans le monde arabe qui ont été des pays où s'est épanouie une tentative de réforme politique. Vous avez l'Égypte, évidemment, vous avez la Tunisie, et puis pas tellement d'autres. Et on peut dire la Grande Syrie, un peu. C'est-à-dire ce qui était la Syrie, Palestine, qui fut après la Palestine mandataire, etc. Voilà. Et donc, l'ère des réformes a commencé en Tunisie. Elles ont toutes échoué, bien sûr, mais il y a une mémoire collective des réformes, malgré leur échec très importante, qui ont commencé vers 1835, à peu près. Voilà. Jusqu'au protectorat, en gros, hein, jusqu'à 1876-77, si on veut être tout à fait exact. Deuxième élément de cette tunisianité, c'est une construction politique. C'est-à-dire que dans la lutte pour l'indépendance, et surtout dans ce qu'on a appelé plus tard le bourguibisme, Bourguiba, évidemment, ne niait absolument pas l'appartenance de la Tunisie à l'ère arabe et musulmane. Il n'a jamais eu pour propos de nier cette appartenance centrale, si je puis dire. Mais elle n'était pas la seule. Elle n'était pas la seule. Et Bourguiba, pour s'opposer au nationalisme arabe aussi, a fondé politiquement la question de la notion de tunisianité. Voilà, les Tunisiens ont quelque chose en propre qui leur est propre. Voilà, c'est un peu ça, la tunisianité, sans vouloir la définir, parce que c'est très difficile de la définir en réalité. Et en fait, si on regarde l'histoire récente de la Tunisie depuis l'indépendance, eh bien, il y a des éléments qui sont extrêmement singuliers. Effectivement, par exemple, les lois définissant le statut des femmes, qui sont des lois bien qu'inégalitaires, mais tout à fait uniques dans l'environnement régional. En revanche, il y a d'autres constituants de la personnalité tunisienne qui ressemblent beaucoup à ceux de son voisinage. Donc la tunisianité
elle est, disons, on peut dire peut-être qu'elle est réelle mais partielle. Voilà. Et qu'aujourd'hui, semble-t-il, eh bien, il n'est pas impossible qu'il se dilue. Aujourd'hui, dans un environnement régional extrêmement hégémonique qui fait perdre à la tunisianité sa singularité. Alors, arabe dialectal, justement, avant que Youssef et Rajer vous en parlent beaucoup mieux que moi, mais juste un mot. En fait, ce nationalisme arabe, même si les élites tunisiennes de l'indépendance n'étaient pas toutes nationalistes arabes, mais ce fut un surplomb idéologique réel, important. Et ce nationalisme arabe se fondait sur l'existence d'une langue, et pas diverses langues. Et cette langue, c'était la Fusha al-Arabia, qui en plus était la langue du Coran. Ce qui n'arrangeait pas les choses, si je puis dire, qui en plus était la langue du Coran, donc avait une aura de sacralité extrêmement importante. Et donc, ce que moi j'appelle les langues locales ont été qualifiées de dialectes. En réalité, ont été qualifiées de dialectes, et les dialectes ont été laissés à l'usage du quotidien, de la vie familière. Et au fond, et je terminerai par là, et c'est une des raisons peut-être de la schizophrénie tunisienne aussi, c'est que quand un gamin va à l'école, sa première année, voilà, on l'envoie de la maison à l'école, eh bien, il est scolarisé dans une autre langue que sa langue familiale. Et donc ça, c'est quelque chose qui participe aussi de... Voilà, j'espère avoir été clair. Bon, vous, c'est pas la peine de m'applaudir. Que puis-je ajouter, sinon les paroles de Sadiq? Tu vois comme il te passe le mystigris. Tiens, il y a deux choses qui me gênent, oui. Moi, il y a deux choses qui me gênent dans la manière dont on pose certains problèmes. Par exemple, celui du dialecte. À ma droite, il y a mon ami Marim Belkadi, qui a soulevé ces derniers jours dans ses émissions matinales, elle a soulevé le problème du dialecte. Elle est linguiste, je crois, des formations. Oui, non, elle l'a soulevé parce que il y a une association qui... la question n'est pas d'aujourd'hui. Je me rappelle, il y a 40 ans à peu près, un certain Hadi Belkh a fait la même chose, le même militantisme. Mais je parle le dialecte de plusieurs régions de Tunisie, mon pays natal, d'abord Tozeur, et puis celui une espèce de mandarin arabe de Tunis. Si je parle tunisien comme moi je parle tunisien, personne ne saura de quelle région je suis, ni de Sousse, ni du Sahel qui disent ni de Gabès qui disent né, etc. Non, moi je dis Ana, comme tous les Tunisiens, sauf que j'évite de dire Zaït ou Baït, etc., comme tous les Beldis d'ici. Mais ceux qui posent le problème du dialecte comme langue nationale, comme projet d'une langue nationale ou officielle, oublient une chose. Tout le lexique arabe est commun. Ciel, terre, herbe, les animaux sauvages et domestiques, tout. Si vous prenez tout le dictionnaire arabe au niveau du lexical, c'est tout à fait commun à l'Irakien comme au Marocain. Et ça, c'est important. La seule différence des dialectes libanais, égyptiens, marocains, algériens, tunisiens, la seule, c'est ce que les linguistes appellent les lois de moindre effort. Je n'imagine pas que quelqu'un puisse dire on va adopter le français des titis parce qu'ils disent v'là au lieu de voilà. Quelqu'un qui va écrire voilà que je suis là. Il ne va pas écrire v'là. Ou alors s'il écrit, c'est comme Céline. Il écrit parce qu'il a un style chez Céline où il écrit comme on parle.
Et c'est de la haute littérature, comme vous le savez. Jamais, même Céline, même les Céliniens, n'ont demandé qu'une langue dialectale parisienne, ou française, ou lyonnaise, ou lilloise, ou ch'ti, soit une langue à part, dite officielle ou nationale, ou quoi que ce soit, ou même pas régionale. Une langue régionale, c'est comme l'occitan ou le corse, c'est des langues à part entière. Voilà, c'est des langues à part entière qui ne dérivent pas, qui n'ont pas un fond commun lexical, comme je l'ai dit, le fond commun est l'arabe. C'est pour ça que je suis très gêné. Je lis très volontiers Le Petit Prince, traduit en arabe dialectal par Hedi Belgh. Je le lis très volontiers. Je lirai les livres de Tahar Feza, les nouvelles de Tahar Feza sur la vie sociale en Tunisie, sur les traditions, etc., etc. Mais de là à dire qu'il y a à côté de la langue arabe, qui est une langue normative, vous savez que toutes les langues ont une matrice qui n'a jamais été utilisée. La langue de Voltaire, comme on dit, n'a jamais été utilisée dans le parler. La langue de Rousseau non plus. Jamais. Sauf que lorsque, je suis certain, que lorsque Rousseau parle à sa famille, Rousseau n'est pas français, d'accord, mais disons Voltaire ou d'Alembert, quand ils parlent entre eux, ils parlent exactement dans le dialecte de leur époque. C'est évident. Ils ne vont pas dire, ils vont utiliser les apocopes, prof, manif, etc. Ils vont utiliser les contractions, ils vont utiliser les omissions sonores pour pouvoir parler comme tout le monde. Donc la question, pour conclure, je conclue là, la question d'une langue dialectale libanaise ou tunisienne ou libyenne à part me paraît une fausse question. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Non, Mariam, d'abord, allez-y. Je voulais juste revenir vers ce point soulevé par Youssef là. Il y a 3 ou 4 jours, il y a une association tunisienne qui s'appelle Derja. Derja en tunisien ou en arabe, ça veut dire dialectal. Et cette association voudrait qu'on reconnaisse le dialectal tunisien sans pour autant faire référence aux dialectes régionaux. Différents dialectes régionaux, mais le dialecte tunisien comme une langue à part entière, et qu'on puisse écrire des romans, des récits, des pièces de théâtre, et faire à partir de cette langue. D'où la question soulevée par Youssef, est-ce qu'aujourd'hui on peut reconnaître le dialectal tunisien comme étant une langue à part entière? Il y a 2 jours, mon ami Rajeh Farhat était mon invité à la radio. Et je lui ai posé la question directement. Donc il a donné son avis sur ça. Et après, si tu te souviens, Rajeh, je lui ai dit, est-ce que tu aurais quelque chose à dire au président de la République? Et donc, Rajeh s'adresse au président de la République pour lui dire, parlez en dialectal. Et là, je rejoins la problématique posée par l'un d'entre vous sur l'utilisation du dialecte tunisien dans le discours politique. Pourquoi est-ce que les politiciens, quelle langue utilisent les politiciens pour faire passer leur message? Est-ce que tu te souviens, Rajeh, que tu as interpellé le président de la République il y a quelques jours pour lui dire, pour que les gens vous comprennent, cher président, parlez en dialectal tunisien. Donc vous comprenez toute l'importance du dialecte tunisien, toute l'importance que ce code, finalement, c'est quoi? Un dialecte, c'est une langue, c'est un ensemble de codes qui va d'un destinateur vers un destinataire, et que c'est la langue, ce dialecte, c'est ce qui est le plus partagé par tous les Tunisiens. Parce que l'arabe littéraire, l'arabe al-fosha, comme vient de dire Sophie, c'est quelque part comme, on ne va pas dire une langue étrangère, mais c'est pas la langue du quotidien du Tunisien. Et pour qu'un homme politique, ou une femme politique, ou un politicien puisse faire passer ses idées, le mieux est de le faire en dialectal. Et donc vous comprenez toute l'importance que le discours politique fasse référence au dialectal. Et donc là, ça répond quelque part à une des questions sur
le pourquoi de l'utilisation du dialectal. Maintenant, pour se faire comprendre par tous ceux avec qui on est en partage la langue arabe, évidemment, l'arabe littéraire ou l'arabe classique, ça dépend comment on le classe, est la langue la plus partagée par tous les habitants de la région, mais aussi du Moyen-Orient et de tous ceux qui ont l'arabe en partage. Peut-être pour contredire un peu mon ami Youssef, qui me le pardonnera, je l'imagine. Non, c'est la question de la langue dialectale. D'abord, je crois qu'il faut distinguer entre les parlers régionaux et la langue dialectale. Alors évidemment, Youssef, tu as raison quand tu dis qu'il y a un fond commun à toutes les langues arabes, c'est l'évident, c'est plus qu'un fond d'ailleurs, l'essentiel du vocabulaire, encore que des mots peuvent avoir des sens différents, être repris dans des sens différents, mais enfin, il est évident que c'est une même famille de langues. Personne ne dira le contraire. Je ne suis pas sûr pour autant qu'un Irakien aille comprendre immédiatement et sans problème quelqu'un du Rif marocain. Ça, je suis pas très sûr, même si dans la langue arabe. Maintenant, il y a aussi des influences. Par exemple, les dialectes marocains est truffé de mots d'amazigh. Et d'espagnol. Alors, j'allais y venir un instant. Donc, déjà l'amazigh, c'est-à-dire d'autres langues autochtones. Ensuite de quoi, effectivement, les occupations étrangères ou les fréquentations d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une ville comme Oran, par exemple, la ville algérienne de l'ouest algérien, a été espagnole pratiquement du XVIe siècle jusqu'à la conquête française. Ça fait quand même du temps, hein, c'est pas que évidemment les présides espagnols antérieurs au protectorat, d'ailleurs un certain nombre de présides espagnols au Maroc qui sont antérieurs au protectorat de 1912, etc. Donc effectivement. Et puis une partie du Maroc, le nord du Maroc, a été sous protectorat espagnol et non pas sous protectorat français. Donc vous avez dans la langue marocaine des mots d'espagnol triturés, reconfigurés, etc. Ce qui est exactement la même chose pour l'italien dans la langue tunisienne. La population italienne était la population européenne la plus nombreuse de Tunisie, beaucoup plus que les Français, et donc l'influence de l'italien était beaucoup plus importante que l'influence du français dans l'arabe dialectal tunisien. Vous avez des tas de mots que je pourrais vous citer qui sont des mots d'italien tunisifiés. Bon. Ensuite de quoi, aujourd'hui, effectivement, vous avez plusieurs arabes dialectaux, parce que vous avez un créole, une sorte de créole, plus l'arabe dialectal, plus traditionnel, etc. Et donc, moi je suis tout à fait d'accord avec Mariam pour dire c'est pas seulement un parler, il y a des parlers régionaux à l'intérieur de cet arabe dialectal, en fait. Parce que quelqu'un de Gabès ou de Tozeur ne va pas parler comme quelqu'un de Bizerte ou de Tunis. Bon, les accents, mais qu'il y ait des langues dialectales qui ont été écrites, d'ailleurs, comme le rappelait Mariam. Il y a eu une littérature, il y a eu un journalisme, et aujourd'hui, il y a un langage politique. Il y a un langage politique. Celui qui a inauguré le langage politique en dialectal, c'est quand même Bourguiba. Bon, quand il s'adressait aux masses tunisiennes, il savait très bien que pour se faire comprendre, il ne fallait pas utiliser la Fusha al-Arabiyya parce que ça, personne ne le comprendrait. Et lui, Bourguiba voulait que tout le monde le comprenne et il parlait l'arabe dialectal. Donc... Oui, mais je dois apporter une nuance pour que vous ne soyez pas les deux contre moi. Merci. Je voudrais ajouter une petite chose. Je suis de culture italienne également, française, tunisienne arabe, anglaise aussi, et également italienne. Aussi. Yes. Of course. Of course. What is done and can be undone. Keep the secret, comme disait l'autre. En allant étudier en Italie, nous nous sommes inscrits dans des cours de langue à l'université de Milan, vénérable université où il fallait écrire une lettre au magnifico rettore dell'Università di Milano, le magnifique recteur, toujours une formule du XVIe, du XVe siècle. Mais par la suite, quand vous arrivez à votre cours, vous avez des camarades lombards,
de Lombardie, des Piémontais qui viennent de Turin, et des Vénitiens. Et le passage obligé pour aller vers l'âme italienne, c'est Goldoni. Vénitien. On ne peut pas se passer de Goldoni et de Rusante, les auteurs du XVIe siècle vénitiens. Véritable trésor pour le théâtre italien. La Commedia dell'arte parle le vénitien du XVIe siècle. Et la Commedia dell'arte, si vous voulez intéresser le public italien ou le public populaire partout, c'est le vénitien de Goldoni, de Rusante. Quand nous avons fondé une compagnie de théâtre en Tunisie, j'ai commencé par traduire le serviteur, Arlequin, serviteur de 2 mètres, de Goldoni en Shah ou Sharq al-Hayr. C'était ça l'origine. Et ça a marché, nous l'avons joué 500 fois. C'est dire que la langue peut passer les frontières des cultures. Et vous apprenez petit à petit que peu importe le dialecte que vous allez utiliser, le dialecte napolitain, que stranavita angopaterra. Il ne faut pas dire aux Napolitains que c'est un dialecte, parce que là tu vas te faire... Non, il y a une guerre immédiatement. On vous tire dessus. Que stranavita angopaterra. Quelle étrange vie sur cette terre. Que stranavita angopaterra, vous le dites à Florence, on vous rit. On vous récuse. Parce que Florence se considère comme le pôle de la langue italienne. Lingua toscana in bocca romana. Voilà, la lingua toscana. Pourquoi? Parce que le raffinement de la Renaissance italienne est venu de Toscane. Parce que l'architecture, parce que la musique, le chant, etc., vous le savez, l'Italie a un cœur de la civilisation qui est la Toscane. Par la suite, bien sûr, ils se sont retournés, ils ont trouvé que Dante avait créé une langue. Dante Alighieri a créé une langue. La Divine Comédie est une langue italienne nouvelle que les gens se sont empressés d'adopter parce qu'elle était parfaite. Elle était parfaite. Parce que l'ordre du monde tourne aux ordres de l'amour, etc. Ça, c'est Dante. Et les Italiens ont eu l'intelligence d'adopter toutes les belles expressions linguistiques, tous les accents, tous les chants qui viennent des diverses régions d'Italie. Mais il y a un phénomène formidable qui est arrivé grâce à l'art, grâce à la culture. C'est l'arrivée du cinéma, l'arrivée de l'opéra. L'opéra parle italien. Le libretto de la Scala de Milan est en italien pur. Et les gens, les lavandières, les repasseuses de draps dans les quartiers populaires apprennent des textes entiers de l'opéra. Les opéras de Rossini, de Puccini, sont des chants populaires italiens. C'est le bel canto. Et le bel canto, c'est le beau chant de l'Italie. Le rôle de la culture pour l'adoption d'une langue italienne commune à toutes les provinces italiennes, ou presque, c'est le théâtre, c'est l'opéra, et plus tard le cinéma, la Rai, la radio, la télévision. Exactement le même phénomène s'est passé dans le monde arabe, où le cinéma égyptien, la chanson égyptienne d'Umm Kalthoum, de Mohamed Abdel Wahab, est arrivée pour diffuser le bon goût de la belle chanson d'amour arabe qui vient avec la voix d'Umm Kalthoum ou de Mohamed Abdel Wahab ou des autres de Farid L'Atrache, etc. Et le cinéma est arrivé vers les années 30 en Tunisie pour être adopté par tout le monde. Par tout le monde, il y avait des cinémas partout. Maintenant, il y en a de moins en moins, hélas. Mais la télévision a emboîté le pas. Et les gens parlent la langue de la télévision, les personnages de la télévision. Alors peu importe que l'on soit d'origine amazigh, on n'a pas parlé des Berbères. Les Berbères sont le premier peuplement de l'Afrique du Nord, c'est les Berbères. Il est commun aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, aux Libyens et une partie de l'Égypte. Et petit à petit, la langue amazigh, elle a été avalée par la langue arabe des nouveaux arrivants, qui était servie par un phénomène fantastique, c'est l'islam.
L'islam, vous savez, je vais finir ici, vous savez, le Coran a été en principe inspiré à Mahomet, le prophète de l'islam, il y a 14 siècles. Il est toujours compris tel quel dans l'ensemble du monde islamique, ou dans l'ensemble du monde arabe du moins. Les Pakistanais ne parlent pas arabe, mais enfin, les gens lettrés lisent encore le Coran, et le Coran est compris. Quand vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim », etc., c'est compris. Il est adopté par les gens qui vont à la mosquée. Il y a des milliers de mosquées. Ça façonne une culture, ça façonne une langue, ça façonne un parler commun à ces centaines de millions de gens. Et la Tunisie n'est pas un cas isolé, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Tout le monde a adhéré à cette nouvelle langue, à cette nouvelle... Les Berbères ont appris, les Amazirs, on dit Amazirs parce que c'est le nom des gens libres de l'Afrique du Nord, contrairement à Berbères qui vient de barbares. Les Romains considéraient tous ceux qui n'étaient pas romains comme des barbares, donc des Berbères. Les Amazirs se sont convertis à l'islam. Et vous savez, c'est une chose qui m'a toujours fait rire, les conquérants arabes, pour diffuser le Coran, prenaient un groupe d'Amazirs, un groupe de Berbères, et lui disaient, toi tu t'appelles Alhamdulillah, toi Rabb al-Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Il leur donnait des bribes de sourates, de chapitres du Coran. Ils apprenaient, et puis il leur faisait réciter la chose, et ils apprenaient une sourate. Et c'est comme ça que vous entendez parler du conquérant de l'Andalousie, le grand chevalier Talaq ibn Ziyad, qui était berbère, qui ne savait pas un traître mot d'arabe. C'est Talaq ibn Ziyad, il vient d'une tribu berbère, et il a conquis l'Andalousie avec des berbères, avec des chevaliers, des cavaliers berbères. L'Andalousie est devenue musulmane, arabophone, etc., grâce à des berbères. J'ai fini. Alors, nos chers petits étudiants sont passionnés évidemment, mais un peu inquiets de ne pas pouvoir tous poser leurs questions. Donc vraiment, je réitère ma demande, on essaye de répondre de façon un peu plus concise. Tous les sujets, on pourrait faire 3 heures dessus, on est bien d'accord. Donc on va passer à la seconde question. Donc on repart sur la première, on a 3 heures. Non, je rigole. Oui. Alors, c'était une présentation de leur sujet. Maintenant, chaque groupe va poser une question précise. Je viens vers vous. Oui? La tunisianité. Je vais poser des questions en anglais. En anglais, ouais. C'est sur le sujet de réponse. Just now, I think there was a lot of talk about Tunisianité and this idea of like cultural hegemony, where like you kind of have to have a Tunisian identity in an Arab world where there's already a common regional identity, and to have a Tunisian identity is kind of assert this against a regional identity. And language has a lot to do with this, but I was also wondering if religion has something to do with this as well, like some sort of conception of how Tunisians ought to practice Islam. You know, we spoke to a taxi driver today. He tells us the most important part of his identity to him is being a Muslim. And he's part of like a younger generation, like a 70s, 80s type person. And we wanted to know if a secularist attitude for Tunisians and who they are, if there's been a regression in this sort of secularist attitude, where people progressively put more and more emphasis on religion as a part of their identity as Tunisians, the younger they get. Donc ils ont demandé, voilà, ils se posent la question sur la place de la religion dans l'identité tunisienne et surtout chez les nouvelles générations. Est-ce qu'il y a eu un retour avec la pratique de l'islam? Parce qu'on sait avec Bourguiba, il y avait un changement, ou plutôt un début de cette ère de sécularisme qui a commencé. Et voilà, je pense qu'ils se demandent, est-ce qu'il y a un retour à cet attachement à la religion pour les nouvelles générations? J'espère que c'était ça la question.
Juste comme ça, c'est bon. Hein? Tu parles et un micro sur la table devant toi. Ah, d'accord. C'est une très bonne question et un très bon thème pour connaître la Tunisie. J'ai toujours pensé que parmi les spécificités de ce pays qui est le mien, c'est son côté toujours en avance par rapport à la question religieuse. Ce n'est pas d'aujourd'hui. D'abord, une de ses caractéristiques, c'est qu'il a adopté très vite un mode de lecture, un mode de jurisprudence et de jurisconsultation qui est le plus éloigné du peuple et en même temps le plus apaisant. C'est le malikisme. Retenez ce mot, tout le Maghreb est malikite et Malik est à la fois très académique, mais en même temps très populaire. Il est connu pour être simplifiant, pour être une jurisprudence tout à fait acceptable par le petit peuple qui ne peut pas se compliquer l'existence. Mais si aujourd'hui, par exemple, en Égypte, il y a un scandale qui est étranger, pour le moment, je touche du bois, pour la Tunisie. Un certain journaliste qui s'appelle Ibrahim Issa a contesté un miracle du prophète, celui de sa montée au ciel, son voyage nocturne vers le ciel jusqu'au 7e ciel, etc., etc. Il a contesté, il a dit que ce n'est pas possible, qu'un humain ne peut pas le faire, qu'il y a la question de la pression atmosphérique et que ce n'est pas bon. Maintenant, il y a un procès qui se prépare pour cet homme-là, initié par Al-Azhar, et je dois dire que malgré l'exaspération du sentiment religieux chez certains fanatiques, ceci ne peut pas exister en Tunisie. Il y a bien sûr des polémiques sur un tel ou un tel intellectuel qui a débordé la question religieuse, mais ça ne peut pas aller jusqu'à, par exemple, ce qui s'est passé pour un Égyptien aujourd'hui décidé, qui est un ami, qui a considéré le livre fondateur comme un texte ordinaire, et qui a été condamné. L'État était d'accord, l'État civil était d'accord, était condamné par Al-Azhar de divorcer avec sa femme, puisqu'il n'est plus musulman. Il s'agit de Hamd Nasr Abou Zid, un très grand universitaire, aujourd'hui décédé, que j'ai connu très très bien. Ces choses-là ne peuvent pas exister. Nous avons dit pire. Mohamed Sharfi, Mohamed Talbi, même des gens moins liés à la question religieuse comme Raja Farhat, dans son théâtre ou dans ses propos, nous avons dit des choses pires que ce qu'a dit cet homme-là. Dès le début, dès Ibn Khaldoun, nous avons transgressé ce que maintenant est considéré comme une transgression grave en Syrie, en Irak, en Égypte, même au Maroc. Maroc qui a maintenant un espace extrêmement courageux. La question religieuse en Tunisie doit nous inciter à lutter contre tout ce qui est fanatique, tout ce qui est exagération. Je vais terminer par un petit exemple. Nous avons, en considérant le Coran, depuis très longtemps, commis le crime, entre guillemets, qui a été commis par Hamd Nasr Abou Zid, l'Égyptien. Nous considérons toujours que le Coran est un texte livré à la perception humaine, livré à l'ouïe humaine, à la compréhension humaine, aux neurones d'un cerveau humain, et que toute compréhension de ce livre fondateur est une compréhension qui ne peut dépasser les limites de l'humain. Et ça, c'est depuis longtemps. Depuis au moins le fondateur du politique en la Tunisie moderne, Abdelaziz Saalbi, qui a fait le discours, qui a été condamné par les cheikhs de la Zitouna, qui a été condamné pour un livre sur la lecture moderne du Coran,
qui a dépassé... Ils ont été 3 à l'écrire. Comment? Ils ont été 3 à l'écrire. Oui, mais lui... 3 auteurs de l'esprit libéral du Coran, publié en 1905. Lui, il a été condamné. Ensuite, il y avait le grand Tahar Haddad, qui a tout simplement posé la question qu'on ose à peine aujourd'hui, maintenant, en 2022, qu'on ose à peine encore soulever. C'est le caractère caduc de certains passages du Coran. Dans son livre « La femme de nous autres et la société », Imra'atun fi shari'at al-mujtama', il a dit « Il n'est pas possible que les lois du statut personnel régissant une société tribale au XIVe siècle soient encore valables chez nous ». Et il a enclenché la réforme qui a été officialisée par Bourguiba sur l'émancipation de la femme, etc., etc. Donc, c'est depuis longtemps que les Tunisiens ont quelque chose qui ressemble à l'avant-garde pour la question religieuse. Dernière remarque que je crois utile, les Tunisiens, la société tunisienne, la conscience tunisienne fait la part des choses entre le mythe et le rationnel. Chez nous, on sait, et je le dis moi, et beaucoup de mes collègues, femmes ou hommes, mes confrères et mes consoeurs universitaires le disent, il y a des choses dans le Coran qui sont de l'ordre de la métaphore. Ils ne sont pas réels. Par exemple, toute la description du paradis, toute la description de l'enfer, etc., ce ne sont que nous le disons sur les plateaux de télévision et de radio, nous le disons allègrement. Alors que le dire en Égypte aujourd'hui est passible d'une peine extraordinairement grave. Et cette discrimination entre le mythique et le rationnel caractérise l'islam tunisien, je crois, ce qui a permis en un temps très court de dépasser le cauchemar de l'islam politique que nous avons vécu pendant une dizaine d'années. Merci. Est-ce que je peux apporter un bémol à ce que tu dis, Youssef? Je dis, est-ce que je peux apporter un bémol? Tu peux faire ce que tu veux. Non, c'est-à-dire que je crois que je suis d'accord avec certaines choses que tu énonces. Pour autant, je pense que tu prends la société tunisienne comme un tout parfaitement homogène et qui serait sur les mêmes tendances politiques, intellectuelles, idéologiques et qui serait héritière de la même histoire. Et tu gommes, me semble-t-il, trop rapidement les très profonds clivages qui existent au sein de la société tunisienne. Clivages qui, dans le domaine religieux, y compris au sein de la jeunesse, puisque votre question concernait la jeunesse, sont des clivages qui se sont approfondis de façon extrêmement importante à partir de la fin des années 1970 à peu près, c'est-à-dire depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et que donc on ne peut pas, certes, la Tunisie n'est pas l'Égypte, où en Égypte il existe une loi qui punit pénalement l'athéisme. Bon, ce serait inconcevable en Tunisie de punir pénalement l'athéisme. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de Tunisiens qui osent publiquement se dire athées. C'est difficile. C'est difficile. C'est une société qui, certes, l'athéisme, je prends cet exemple, n'est pas puni par la loi, mais la société accepte très mal l'athéisme. Et puis, donc, certes, nous n'avons pas eu un Nasser Abou Zaïd qui a été condamné, bien sûr, mais ça a fait un petit scandale, mais à peine, il y a 4 ans, je crois, il y a une thèse soutenue à l'université de Sfax qui soutenait la platitude de la Terre. Oui, mais là, et cette thèse a été acceptée par l'université de Sfax jusqu'à ce que ça fasse scandale. Donc c'était une thèse platiste. Et le patron de thèse à Sfax n'a rien trouvé à redire à la théorie platiste de la thésarde. C'est très grave tout de même. Tout est rentré en ordre de la fraise. Oui, d'accord, tout est rentré en ordre, mais ça existe. Ça existe. Et il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Le déni est un mauvais combat, à mon sens.
le déni est un mauvais combat. Donc il y a de profonds clivages. Aujourd'hui, vous avez dans la société tunisienne des segments qui heureusement ne sont pas négligeables, qui sont modernistes, des segments, j'ai dit non négligeables, j'ai pas dit qu'ils étaient majoritaires. Voilà, je suis prudente. Je n'aime pas accaparer la parole, mais j'aimerais faire un bémol sur ton bémol. Très bien. Donc, ils sont pas. Vous avez une régression aussi religieuse. Il ne faut pas oublier que la mosaïque musulmane qui a prévalu pendant des siècles, cette mosaïque musulmane est partiellement remplacée par une uniformisation de l'islam, par ce que j'appellerais un islam mondialisé. Un islam mondialisé qui est l'islam du Golfe, grosso modo, pour pas aller... et que, évidemment, eh bien, cet islam mondialisé est un islam extrêmement conservateur, réactionnaire, dirais-je, et non pas conservateur, extrêmement réactionnaire, et qu'on le veuille ou non, une partie de la jeunesse tunisienne adhère à cette forme de l'islam, que ça nous plaise ou non. Voilà. Mais ça me plaît, moi, ce que tu dis, ça me plaît, mais j'aimerais vraiment apporter un bémol. Il y a dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, et c'est là j'énonce un principe universel. Dans toutes les sociétés, il y a des courants qui peuvent trouver des obstacles à un moment, mais qui seront toujours vainqueurs. Et ce dont je parlais avant ton bémol, c'est cette vague de contestation qui finit toujours par avoir gain de cause. Comme par exemple ce qu'a fait Tahar Haded, qui a été complètement isolé. Personne n'a été au cortège de son cortège funéraire. Personne, sauf les fossoyeurs. Et pourtant, maintenant, toute la société tunisienne considère comme triomphantes les idées de Tahar Haded. Après une cinquantaine ou soixantaine d'années, dans Bourguiba, qui en a fait un texte dont tout le monde est fier aujourd'hui. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de clivage. Bien sûr, jusqu'à maintenant, il y a des clivages. Il y a ton bémol, il est à l'intérieur de mon discours, mais à chaque fois, il y a une idée qui finit toujours par triompher par rapport aux autres clivages secondaires de toutes les manières. Un mot à ce propos, je voudrais ajouter à ce que dit mon ami Youssef. C'est le rôle fondamental de la femme dans ce combat-là. Les femmes jouent un rôle fondamental. S'il y a une partie de la société qui est porteuse de modernité, de révision des dogmes de l'islam, c'est bien la femme tunisienne dans la vie quotidienne. Elle s'oppose absolument au retour de ces vieilles lunes, de ces vieilles traditions, de ces vieux dogmes, et le combat est parfois absolument important et spectaculaire dans la société tunisienne, comme dans la société algérienne d'ailleurs, qui est une société conservatrice, majoritairement conservatrice. La femme algérienne joue un rôle fondamental aujourd'hui. Moi, j'emploie toujours le mot, le pluriel pour les femmes, pour ne pas essentialiser le propos. Sûr, c'est évident. Mais le rôle de la femme est à souligner dans ce combat-là. Ce débat-là que vous venez de suivre entre Youssef, Sophie et Lagé traduit l'importance du débat religieux en Tunisie. Il y a une désacralisation du débat, pas de la religion, il y a une désacralisation du débat qui devient un sujet de discussion, non pas seulement dans des cercles fermés, mais partout, dans la sphère publique, à la télé, à la radio, parmi les jeunes, sur les réseaux sociaux. Donc, pas de tabou, pas de sacré, c'est des débats très passionnés, c'est des fois donc il y a beaucoup de tensions, parce que c'est quand même un sujet où chacun a son approche, a son point de vue, mais c'est pour vous dire que ce genre de débat pouvait avoir lieu dans des cercles très 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 restreints, ou en tout cas réservés à l'élite religieuse du pays avant 2011. Après 2011, si on peut situer ce débat dans le contexte que nous vivons actuellement, il y a toute liberté à en discuter exactement de la même manière que vous le voyez, évidemment pas avec ce niveau de connaissance et pas avec ce niveau de réflexion que vous venez de suivre,
Mais en tout cas, c'est un sujet qui est parmi les sujets de l'Agora. Et donc, ça répond quelque part à la question sur les sujets qui sont discutés, même dans les cafés, même partout, par les jeunes et les moins jeunes. Tout à fait, tout à fait. Ok, on a déjà une dernière question pour tous les panélistes avant d'avoir une chose un peu plus informelle, parce que je sais qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont des questions pour juste une personne et un peu informel demander ça, bien que tu peux poser ta question. Merci. Alors, je voulais seulement demander pour ma recherche, que je pense que, si vous vous rappelez, c'était le rôle de la Tunisie dans les processus de paix libyens. Je voulais seulement demander si vous saviez un peu quel était le rôle du gouvernement tunisien, si vous connaissez des mesures politiques concrètes du gouvernement tunisien par rapport à la question libyenne, et aussi si vous avez entendu parler des actions concrètes de solidarité entre les peuples tunisiens et libyens, surtout à les régions transfrontalières, parce que c'est ce qu'on a recherché, surtout à Ben Garden et toutes les villes qui sont proches de la frontière. Et oui, c'était tout. Merci. Moi, je dirais juste deux choses, mais vraiment, il y a des gens, comme Mariam Belkadi, qui suit très, très précisément la politique tunisienne. Moi, j'ai deux choses à faire. En 2011, il y a une solidarité tunisienne extrêmement importante vis-à-vis des réfugiés libyens aux frontières, qui a été, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de réfugiés libyens qui ont été accueillis comme des frères et des sœurs par les Tunisiens. Ça, c'est la première chose, sur le plan humain. Parce que, donc, la Libye, la Tripolitaine est très proche de la Tunisie. Bon, la Libye, vous savez, c'est une création italienne, la Libye, hein. La Tripolitaine est maghrébine, la Cyrénaïque est beaucoup plus proche de l'Égypte. Hein, et donc les Tunisiens du Sud, surtout, se sentent extrêmement proches des Tripolitains. Les familles sont souvent les mêmes. Bon. Sur le plan politique, je dirais simplement une chose, c'est que depuis Ben Ali, d'ailleurs, ce n'est pas post-2011. Il y a une provincialisation de la diplomatie tunisienne très grande. Et aujourd'hui, alors que, quoi qu'on puisse penser de la nature du régime bourguibien, ça c'est une autre paire de manches, mais la Tunisie était un pays qui était très écouté sur le plan international, beaucoup plus que ne le laissait supposer sa taille et la modestie de ce pays. Aujourd'hui, la Tunisie n'existe pas sur le plan international. Elle n'a aucune initiative, c'est une politique d'un provincialisme. Quand on pense que la Tunisie a été membre du Conseil de sécurité, que personne ne s'en est aperçu, à peu près, c'est tout à fait déplorable. Et dernière chose, eh bien, quand il y a eu le seul accord intermaghrébin sur la Libye, a quand même été signé à Srirat au Maroc, pas en Tunisie. Voilà. Quelque chose à dire, Youssef, sur la relation tuniso-libyenne Non, je ne la connais pas. Mais Mariam, peut-être. Oui, non, mais c'est-à-dire que la Tunisie est passée pendant ces 10 dernières années de différentes formes de crise, on va dire, sociale, économique, financière. Donc, et en plus, il y avait l'installation de notre démocratie qui est toujours en phase de construction. On est loin d'avoir fini la construction démocratique. Donc déjà, on était embourbé dans nos problèmes internes. La Libye représentait pour la Tunisie plus qu'un pays limitrophe, plus qu'un pays voisin. Il y avait des relations familiales. La Tunisie a subi un énorme choc économique avec la révolution, avec le départ de Kadhafi, parce qu'il y avait des dizaines de milliers de Tunisiens qui travaillaient en Libye et qui ont dû quitter la Libye. Donc là, ça a eu des répercussions négatives sur la Tunisie. Maintenant, tout le monde, en tout cas en Tunisie, les gens qui connaissent la profondeur et des relations entre la Tunisie et la Libye, pensaient qu'on allait prendre position. Sauf que il n'y avait plus un langage commun de la diplomatie tunisienne et de la position politique tunisienne par rapport à la Libye, qui était quasiment scindée en deux, entre l'Est et l'Ouest, entre les pro-Gaddafi, les pro-Haftar, les pro-Islam politique. Toute cette crise interne de la Libye, face aux crises tunisiennes,
ont fait que la Tunisie n'a pas pu s'impliquer comme on s'attendait, comme on a poussé les gouvernants à le faire et qui ne l'ont pas fait. Et du coup, on n'a pas de véritable prise de position claire parce qu'il n'y a pas un langage commun à cette position. C'est-à-dire que chaque parti au pouvoir durant cette décennie a donné sa position par rapport à une région de la Libye. Donc quand il y avait les démocrates progressistes représentés par le parti au pouvoir à l'époque, Nidetouns, donc on était proche de l'Est, plutôt de l'Ouest, non, de l'Est. Et quand il y a eu l'islam politique au pouvoir avec Nad, on était de l'autre côté. Donc il n'y a pas eu de position commune. Et là aussi, comme vient de le soulever Sophie, donc il y a eu beaucoup de réunions consacrées à la Libye qui ont eu lieu partout. En Tunisie dernièrement, mais c'était sous l'égide de l'ONU, ce n'était pas la Tunisie qui avait appelé à cette réunion, de rapprocher les différentes factions libyennes. Et donc on s'attendait, nous-mêmes, en toute objectivité, à une position beaucoup plus importante de la Tunisie par rapport à la Libye. J'espère avoir... Pour vos recherches, si vous voulez aller plus loin sur cette question, il y a beaucoup de spécialistes tunisiens. Il y en a un parmi eux qui s'appelle Oumaya Sadir, qui suit au jour le jour cette question. Et on voulait justement l'inviter, il sera disponible. Il y a aussi Chitarchienne. Vous avez vu Chitarchienne. Oumaya Sadir. C'est mon fils. Ah bon? Oui. Il a l'air trop vieux pour être mon fils. Je sais, bien sûr. Non, il doit être là. Nous allons vous mettre en contact avec lui. Il suit vraiment tous les jours. Il connaît très bien la Libye. Voilà, il connaît très très bien. Il suit au jour le jour. Je le connais. Et il pourra... Romaï, le fils de Youssef. Il est en Suisse maintenant, mais il est quand même un événement. Merci beaucoup. S'il on n'a pas une dernière question pour Général, si vous voulez manger ou boire quelque chose grâce à Global Institution for Transitions, je sais que aussi notre chercheurs ont des questions un peu plus personnelles et un peu plus spécifiques pour poser après Moi, je ne vous conseille pas de vous arrêter parce qu'après, on ne va pas reprendre. Je pense que... Ouais. Il vaut mieux être sur sa lancée. D'autant plus qu'il fait froid. Mais si vous voulez, il y a deux parties pour manger ou pas. On va terminer les questions générales, mais notre chercheur... Oui, c'est chacun de discuter un peu plus personnellement et comme ça, c'est mieux. J'appelle Saïda. Donc je résume, on arrête la partie formelle et là en fait si vous pouvez être dispo quelques minutes, ils vont venir vers vous poser des questions un peu plus précises. Merci à tous, une sérénade de bémol, ça a donné une superbe symphonie. Voilà, donc approchez-vous et foncez, il fait froid donc je pense qu'on ne va pas les garder très longtemps donc faites vite. Voilà, merci à tous.